Bon matin et bienvenue à Voix Grand. Je m'appelle Gabriel Miller, je suis le directeur exécutif de la Fédération des sciences humaines. L'activité d'aujourd'hui est en français. Today's activity is in French, but I'd encourage you to take advantage of our simultaneous interpretation. The details are on your tables, and there are earphones at the registration booth. I'd like to begin by acknowledging the Algonquin Nation, whose traditional and unceded territory we're on today, and I express humility and gratitude that we may have the opportunity to exchange ideas on lands that have so much meaning and history. Je souhaite remercier l'honorable Greg Fergus, notre député parrain pour la série. J'aimerais aussi de remercier nos amis et partenaires du Conseil de recherche en sciences humaines. Et j'aimerais aussi souligner la présence de M. Michael Sinatra, membre du conseil d'administration de la Fédération. Today's star attraction is M. Vincent Larivière. Following his presentation, Vincent will engage in conversation with another very special guest, Anne-Marie Fortier. Anne-Marie and Vincent will engage in conversation and take some questions, and we will be wrapped up at about 8:45 a.m. In a moment, I'm going to introduce our very good friend, Dominique Bérubé from SSHRC, to come up and introduce Vincent. But first, I'd like to say just a couple words about Anne-Marie. Anne-Marie Fortier est la personne idéale pour mener un entretien avec Vincent Larivière aujourd'hui. Anne-Marie est une vraie amie de la Fédération. Elle connaît non seulement notre mission et nos activités, mais aussi nos programmes comme le prix d'auteur pour l'édition savante. Anne-Marie connaît le milieu des publications. Depuis 2004, elle dirige la revue Études littéraires. Finalement, aujourd'hui est la journée mondiale de la poésie. Who knew? Et Anne-Marie est justement professeure de poésie française et québécoise à l'Université Laval depuis 1997. Maintenant, Madame Dominique Bérubé pour dire quelques mots sur notre invité d'honneur. Bonjour tout le monde. Donc, merci Gabriel pour l'introduction. Merci à la Fédération, évidemment, d'organiser ces déjeuners également. C'est vraiment un grand plaisir ce matin. Dominique Bérubé, je suis vice-présidente au programme de recherche au CRSH. J'aimerais moi aussi prendre le temps de reconnaître que nous tenons cette rencontre sur les territoires non cédés des Algonquins Anishinabés ce matin. C'était vraiment un plaisir particulier pour moi d'introduire, j'allais dire mon ami, mais mon collègue également, Vincent Larivière. C'est Vincent, évidemment, je pense qu'on peut tous faire la liste de ses titres, mais pour l'instant, il est toujours professeur à l'Université de Montréal au département des sciences de l'information. Mais par contre, il a une chaire de recherche du Canada sur la transformation des communications savantes. Il est aussi le directeur scientifique associé de l'Observatoire des sciences et technologies qui est basé à l'UQAM en ce moment. Il est également un membre du Centre interuniversitaire sciences et technologies et il est également le directeur scientifique d'Érudit, cet éditeur digital numérique pour les publications savantes principalement en sciences humaines et sociales. Donc, peut-être talking about Érudit, just a few words. It's a bit weird to talk in English about Érudit, but anyway, just want
So I just want to talk a bit about Érudit because that's really where, you know, I already knew when I was at University of Montreal myself, I already knew Vincent pretty well, but that's where we started to collaborate together around that huge project. And I can't not mention all the long hours that we spent on writing these grant applications to CFI to create that first major scientific infrastructure in humanities and social sciences. So that's where we discovered certainly our common love for scholarly publication and wine. So, so everything was time around how far we could go down the bottle of wine until at some point we said, I don't think it makes sense anymore what we're writing here. Let's start tomorrow again. So I guess we drank some pretty good wine because Vincent is still the scientific director of Érudit, and they've gained a lot of visibility and made huge progress since it was there. So thank you so much for that involvement. Ce qui est particulièrement intéressant de la présence de Vincent et ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est que le cœur principal des études de Vincent porte évidemment sur les publications savantes. On a droit à un chercheur qui nous regarde, qui nous observe, qui nous mesure. Mais avec tout son sens critique, dont il pourra vous démontrer dans quelques minutes, il demeure un collaborateur exceptionnel. Donc, c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est la capacité de travailler avec Vincent en ayant la certitude d'avoir un regard objectif sur ce que nous faisons et sur l'impact de ce que nous faisons, et en même temps quelqu'un qui veut nous aider et qui veut transformer positivement le système. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette possibilité-là, et ça me fait donc plaisir d'introduire mon ami, collègue et scientifique éméritus, Vincent Larivière. Merci beaucoup, Dominique, mais merci tout le monde pour l'introduction. Je ne pensais jamais avoir autant de compliments avant 8 heures le matin à Ottawa. Donc, on a un plan quand même assez ambitieux ce matin là, pour la petite heure qu'on va avoir ensemble. Donc, je vais faire avec vous rapidement donc parler de la diffusion des connaissances à l'ère numérique, un peu du rôle de l'État afin de favoriser en fait cette diffusion-là. Donc, un plan rapide, je vais faire un petit historique de la diffusion des connaissances. Disons, on va passer 350 années en à peu près 5 minutes, même pas 3 minutes. Et ensuite, on va présenter en gros 5 effets de l'ère numérique sur la diffusion des connaissances. Donc, le premier, la question de la croissance des revues savantes. Est-ce qu'il y a effectivement plus de revues savantes? Est-ce que le numérique a permis ce foisonnement qui était peut-être espéré par certains? Les effets sur les langues. Le Canada est un pays bilingue. Le numérique a des effets différenciés, en fait, sur le français et sur l'anglais. On va parler de la concentration d'éditions savantes. Donc, il y avait des débats dans les années 90. Est-ce que le numérique va rendre ça plus démocratique ou concentrer ça entre les mains de quelques-uns? Les modes d'abonnement aux revues, le libre accès et enfin, quel rôle pour l'État? Donc, très rapidement, diffusion des connaissances au Moyen Âge. On passe là d'un mode où les chercheurs correspondent entre eux via des lettres. Donc, c'est de la correspondance épistolaire. On échange pendant, en fait, des centaines d'années entre chercheurs. Et là, ici, en fait, on a un très, très beau réseau de ces échanges-là où on a le père Marin Mersenne qui était, en fait, un peu comme un proto-éditeur en chef de revue. Donc, Mersenne reçoit de la correspondance de partout en Europe et décide, comme un éditeur en chef, de retranscrire certaines lettres, certaines découvertes et de les envoyer à d'autres chercheurs un peu partout en Europe. Donc, ici, on a René Descartes, Huygens, François-Pierre Lully. Donc, on a vraiment là un réseau qui est analogue à ce que l'on réussit à faire une fois que les revues savantes sont créées dans la deuxième moitié du 17e siècle, mais qui est fait à l'aide vraiment là, de la correspondance épistolaire. Donc, à partir de la Renaissance, évidemment, on a de l'imprimerie qui permet en fait une diffusion plus rapide de ces connaissances-là. Il y a un deuxième élément qui est crucial à comprendre et sur lequel il faut revenir encore un peu aujourd'hui, qui est la création des sociétés savantes. Hein. À partir du moment où les chercheurs se mettent à s'organiser et d'avoir des réunions entre eux, on arrive à une certaine institutionnalisation en fait de notre communauté scientifique et ce sont ces sociétés savantes-là qui sont au cœur de la création des revues savantes. Et on le voit encore aujourd'hui, la plupart de nos sociétés savantes canadiennes ont leur organe de diffusion et c'est vraiment quelque chose qui est hérité en fait de ces premières sociétés savantes-là qui sont essentiellement créées au 17e siècle. Donc,
de façon assez intéressante, puis je vais passer quand même assez rapidement là-dessus, la première revue savante, en fait, émène d'une de ces sociétés savantes-là. Et je vous invite, en fait, à regarder le tirage de cette revue savante-là. Donc, on a les Philosophical Transactions en 1665 qui publient, en fait, 1200 copies de leur revue. Et pour ceux d'entre vous qui êtes associés à des revues savantes, 1200 copies, là, c'est pas banal pour une revue savante. Là, hein? On parle pas de quotidiens comme, ou de magazines comme l'Actualité ou les petits débrouillards. Là. On a vraiment là, un volume assez important. Et une fois par mois, donc une assez grande périodicité. Donc, cette époque papier-là, et même, disons, c'est quasiment la préhistoire, en fait, du papier, a une diffusion qui est quand même assez rapide. À partir de la création des Philosophical Transactions, on a une croissance exponentielle du nombre de revues savantes. Donc, en gros, là, ça double à peu près à tous les 15 ans, 20 ans. Maintenant, on se dit à un certain moment, et ça, c'est des travaux de Derek Price, qui est un des fondateurs, si vous voulez, de la scientométrie, qui est un de mes domaines de recherche. Price dit, la science et le nombre de revues ne peuvent pas croître de façon exponentielle pour toujours. Parce que sinon, chaque chercheur va avoir sa revue, là, donc on va avoir juste trop de revues. Et donc, il dit, à un certain moment, il devrait y avoir une certaine saturation. Donc, la croissance exponentielle va plafonner et on va en arriver avec une croissance qui est un peu plus linéaire. Ce qui m'amène au numérique. Donc, on a une époque papier, on a une croissance de revues qui est exponentielle. Le numérique vient un peu chambouler tout cet univers-là. Donc, évidemment, ça émerge au début des années 90, mais seulement pour certaines communautés. C'est démocratisé au milieu des années 90. Et pour nos revues savantes, ça vient un peu chambouler pas mal de trucs. Pourquoi? Parce que, bon, a priori, hein, c'est important d'avoir le mot a priori ici, le numérique est effectivement plus facile à créer que l'imprimé, plus facile à mettre à jour, plus facile à réutiliser, plus facile à accéder potentiellement et à transmettre et nécessite moins d'espace physique, c'est-à-dire que nos bibliothèques doivent évidemment se reconfigurer parce qu'elles n'ont plus un influx de centaines, voire de milliers de revues savantes à chaque semaine et également moins d'espace de publication. Donc, quels sont ces effets? Et donc, on rentre dans la partie effets du numérique, vous vous en doutez. Le premier, c'est effectivement sur cette création de revues-là. Donc, je vous montre la tendance à partir des années 80. Donc, vous vous souvenez qu'on a une croissance exponentielle jusqu'aux années 60. Dans les années 80, la croissance, elle est beaucoup plus linéaire. Donc, le nombre de revues qui se créent est un peu plus lent. À partir de la première décennie des années 2000, la croissance exponentielle, effectivement, recommence. Et donc, le numérique a permis, effectivement, cette création de nouvelles revues-là. Donc, alors que l'on pensait qu'on avait un peu stabilisé la situation, le numérique est venu chambouler tout ça. Mais il y a un autre effet qui est arrivé, et je ne veux pas trop en parler parce que c'est un peu orthogonal, c'est ce que l'on appelle les revues prédatrices. Donc, autrement dit, certains d'entre vous ont sans doute déjà entendu parler de ces revues qui sont prêtes à accepter n'importe quoi tant que les auteurs paient. Une très grande partie de cette croissance-là qui est effectivement créée par des revues prédatrices. On pourra en parler dans les questions si vous voulez, mais je ferme la parenthèse ici. L'effet sur les langues est effectivement assez différent. Donc, on a la création de revues ici en fonction des langues depuis donc, le 17e siècle, un déclin du nombre de revues créées en français. Et évidemment, le nombre de revues en anglais a toujours été assez important, mais à partir du moment où le numérique arrive, il y a une proportion de revues créées en anglais qui est encore plus élevée. Donc, à l'échelle mondiale, on est à 70%. À l'échelle canadienne, on est autour de 95%. Donc, alors qu'au Canada, on a historiquement beaucoup de revues bilingues, on a des revues en français, des revues en anglais. Dans les revues qui se créent au cours des dernières années, ce sont principalement des revues en anglais. Pourquoi? Mais c'est pas une tendance qui est propre au Canada, comme on le voit ici, c'est que l'anglais, d'une façon assez paradoxale, est devenu la lingua franca du monde scientifique. Donc, si on veut attirer des manuscrits qui viennent de chercheurs hollandais, chinois, etc., on doit publier en anglais. Donc, il est venu un peu chambouler l'équilibre qui pouvait exister, l'équilibre qui était déjà fragile au Canada entre les deux langues. Ce qui m'amène à l'aspect concentration de l'édition savante. Et là, on voit à quel point c'est difficile de faire des prédictions par rapport au futur. Donc, en 1995, la revue Forbes écrit un article qui dit «
Elsevier, qui est le plus grand éditeur commercial, va être la première victime de l'Internet. Donc, c'est un gros article de fond, une dizaine de pages, qui dit l'Internet, qui a été créé en fait par des chercheurs pour permettre la diffusion d'informations, va faire en sorte que les académiques qui n'auront plus besoin de s'abonner à des revues savantes, on va être capable de diffuser l'information en ligne gratuitement. Et donc, la citation, elle est absolument savoureuse. Et donc, ce que ça montre, c'est qu'il y avait en gros une mini-controverse entre les gens qui disaient l'Internet va venir concentrer l'édition savante, les tout petits vont se faire manger par les plus gros, puis il y en avait d'autres qui étaient un peu plus lunettes roses, peut-on dire rétrospectivement, qui disaient ça va permettre de démocratiser tout cela. Que voit-on dans les données? Bien, on voit que bien malheureusement, ceux qui disaient qu'il y aurait concentration avaient raison. Et je vous invite à regarder les sciences sociales et humaines, un événement organisé par la Fédération, évidemment. Donc, en rouge ici, vous avez la proportion d'articles publiés dans des revues qui sont indépendantes, qui sont des revues qui n'appartiennent pas aux 5 gros éditeurs commerciaux. Et on voit que dans les années 70-80, même début des années 90, c'est la très grande majorité de la littérature. 90% des articles sont publiés par nos revues de société savante, de presse universitaire, etc. Internet arrive en 95, tout le monde panique. Les gens disent, ben là, moi, je suis capable de gérer une revue papier, mais une revue électronique, je ne sais pas trop comment ça marche. L'Internet, c'est compliqué. Vous vous souvenez, il y a des cours qui se donnaient sur l'Internet. Vous achetez des ordinateurs, ça coûtait 5 000 $. Donc, on est vraiment dans une période où c'est pas aussi simple que c'est là aujourd'hui. Et donc, que font les éditeurs commerciaux? Ils disent, ben il n'y a pas de problème. Vendez-nous votre revue. Ou faisons une entente et moi, je vais vous diffuser la revue et je vais vous renvoyer des redevances. Et donc, déclin des revues indépendantes et monter des revues qui appartiennent aux gros éditeurs commerciaux qui sont essentiellement Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis et puis soit l'ACS ou soit Sage en fonction des domaines. Et donc, on se trouve dans une situation depuis 2013 où on a 5 éditeurs à but lucratif qui contrôlent la moitié du marché, ce qui est essentiellement la définition d'un oligopole. Et quand on est dans une situation oligopolistique, on peut contrôler les prix comme on veut. Je passe rapidement sur les données pour les sciences pour montrer la distinction assez intéressante entre les sciences sociales et les arts et humanités. Donc, ce que vous avez ici, c'est la proportion d'articles publiés par nos 5 grands éditeurs. Donc, c'est l'étendue de la concentration. On voit encore là l'effet du milieu des années 90, mais on voit surtout la grosse distinction entre les sciences sociales et les arts et humanités, où les sciences sociales sont contrôlées à très grande majorité par nos 5. En gros, en psychologie, à peu près 70% des articles sont publiés par les 5, donc on voit que c'est une concentration hallucinante. Et les arts et les humanités qui sont essentiellement indépendants encore des grands éditeurs commerciaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait pourquoi? Voilà, Michel Duquet ici, qui est un homme d'expérience, nous donne la réponse. Les revues d'art et humanité, en gros, il n'y a pas d'argent à faire avec elles. Elles ne se vendent pas cher. Les coûts d'abonnement ne sont pas élevés. Elles ne publient pas un haut volume d'articles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on semble avoir fait le plein en sciences naturelles. Là, tranquillement, on va chercher dans le tal des revues en arts et humanité, mais essentiellement, c'est une question financière qui les rend indépendants. Et ça, on peut dire que ça va les rendre plus fortes parce que, justement, elles sont indépendantes en ce moment des grands éditeurs. Donc, tout ça a des effets. Et là, j'arrive dans les effets différenciés du numérique pour les livres et pour les articles. À partir du moment où on a un oligopole d'éditeurs commerciaux, on peut donc vendre les revues à un prix qui nous convient en tant qu'éditeur. Et donc, ça a eu des effets majeurs pour les bibliothèques, qui sont, vous le savez, les consommateurs de ces articles-là. Et donc, ici, vous avez les dépenses des bibliothèques des bibliothèques de recherche aux États-Unis, où on voit les dépenses en moyenne par université pour les monographies. C'est pas mal une ligne plate, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et les dépenses pour les revues. Donc, ce que ça nous montre, c'est qu'une part de plus en plus importante des dépenses qui sont faites effectivement pour les revues versus les monographies. Et donc, la demande, on peut dire, pour les monographies est en baisse relative, à tout le moins au sein des bibliothèques. De façon assez intéressante, et je passe rapidement là-dessus, c'est que on a eu aussi un changement des modes d'abonnement aux revues savantes, où plutôt que s'abonner à des revues individuelles, les bibliothèques s'abonnent maintenant à des bouquets de revues. On leur offre de s'abonner à l'ensemble des revues de façon électronique. Bien sûr, en prenant tout le bouquet, le prix
par revue auquel on a accès diminue. Hein, le prix est moins élevé, mais si on considère seulement les revues que l'on utilise, donc on a eu accès à des données sur les citations faites à ces revues-là. Donc, est-ce que les profs de ces universités-là utilisent effectivement les revues auxquelles ils sont abonnés? On voit que non seulement ils ne les utilisent pas beaucoup, il y a à peu près une revue sur 2 qui a 0 téléchargement par année, donc 0 usage, mais le coût par revue utilisée, lui, augmente. Fait que c'est pas un si bon deal, en fait, d'avoir accès à tout ça. Donc, pour parler d'argent, et après ça, j'arrête de parler d'argent parce que c'est toujours sensible très tôt le matin, tout ça est associé à des profits qui sont assez hallucinants. Puis là, évidemment, je dois le rappeler pour les gens qui sont peut-être un peu moins impliqués dans le monde de la diffusion des connaissances, que les chercheurs, quand ils publient des articles, ils ne sont pas payés. Les évaluateurs ne sont pas payés. La plupart des éditeurs associés de revues savantes ne sont pas payés. Donc, on est dans un système où la communauté scientifique donne ces articles aux éditeurs commerciaux et se les fait revendre à un prix très, très fort, ce qui, évidemment, amène des profits assez hallucinants. Donc ici, je prends les profits de Elsevier et je prends Elsevier comme exemple parce que c'est le plus gros. C'est un peu quand on parle de malbouffe, on va parler de McDonald's alors qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi, disons, coupables des mêmes pratiques. Donc ici, je prends Elsevier, mais ce qui est très intéressant ici, c'est la marge de profit qui, au cours des 20 dernières années, descend jamais en bas de 30 %. Il n'y a à peu près pas d'industrie qui est capable de faire des profits comme ça. Si on prend les compagnies de voitures, ils vont faire des profits de 5 %, 6 %, mais évidemment, ils payent leurs employés. Hein. Dans le cas des éditeurs commerciaux, la grande masse des gens qui fournissent de l'information ne sont pas payés. Donc, premier élément, les profits autour de 30 % et l'effet du numérique sur les profits bruts. Donc, vraiment, des profits autour de 300 millions qui augmentent de façon exponentielle à partir du moment où on numérise tout ça, parce qu'évidemment, à partir du moment où c'est numérique, on n'a plus de frais d'impression, donc il y a toute une série de frais qui disparaissent. Et là, j'arrête de parler d'argent. Effets sur les livres. Donc, j'ai mentionné les effets différenciés du numérique sur les livres et sur les articles. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que alors que l'on est passé dans les fin des années 90 aux revues numériques assez rapidement, on n'a pas fait la même chose avec les livres. Et donc, la communauté scientifique, le chercheur lambda qui est dans son bureau puis qui cherche la littérature, il trouve 2 documents. Un livre qui est à la bibliothèque, où donc il faut qu'il se lève puis qu'il aille à la bibliothèque chercher le livre, ou l'article électronique qui est directement disponible de son poste. Qu'est-ce qu'il va aller lire, le chercheur? Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il n'y a pas de débat. Quel effet ça a sur la monographie? Bien, c'est une baisse. Bon, ça bouge seul, hein? Good. Stable. Quel effet ça a sur l'importance relative des livres? Vous en doutez, bien, c'est un déclin. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'usage, la part relative dans les listes de référence des documents savants faites aux livres. Et on voit relativement stable jusqu'en gros, là, fin 90, début 2000, et c'est un déclin partout, qui est essentiellement dû au mode différencié d'accès des livres et des articles. Un qui est encore principalement papier, l'autre qui est principalement numérique. Et le deuxième effet, c'est évidemment les pressions que l'on a dans les différentes universités à publier et à publier. Et évidemment, entre vous et moi, c'est plus facile de publier un article que de publier un livre. Le déclin est observable à peu près partout, le déclin des livres, j'entends, sauf dans les domaines, de la littérature et de l'histoire, qui sont les 2 domaines où le livre est historiquement central. Donc, on peut dire que dans la mauvaise nouvelle de l'importance relative des livres, on voit que les 2 domaines centraux font encore à peu près le même usage. Le déclin s'observe également du point de vue des comptes rendus de livres. Donc, un des modes de diffusion principaux de la littérature en monographie, c'est les comptes rendus qu'on va voir dans les différentes revues savantes. Et on voit que la part réservée aux comptes rendus, encore là, c'est fatigant, diminue à peu près partout dans les humanités. Donc, ça représentait 60 % des documents, on est en bas de 50 % Donc, il y a un déclin des livres, peu importe comment on le regarde, soit en termes de sa place directe et de la visibilité des livres dans les différentes revues savantes. Ce qui m'amène au libre accès, hein, on voit qu'il veut vraiment y aller. Donc, qui est un autre effet du numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que le libre accès existe depuis quand même assez longtemps dans certains domaines. Dans le domaine informatique, de la physique des particules, ça fait quasiment une trentaine d'années où on diffuse de la littérature en ligne sans qu'il y ait de restrictions, sans que ce soit vraiment associé à une revue nécessairement.
Les précurseurs, vraiment les physiciens avec le serveur Archive qui existe, là, comme je le disais, là, depuis pratiquement 30 ans. Et le domaine médical a été plutôt lent à adopter ces serveurs-là et ces modes de diffusion-là. Donc, on a BioArchive qui a été créé en 2013, mais qui est en croissance exponentielle depuis. Donc, il y a vraiment un mouvement de masse qui a été créé. Et on voit également la même chose dans beaucoup de domaines des sciences sociales et humaines. Donc, on a Psy-Archive en psychologie, SOC-Archive, etc. On vient de m'annoncer qu'il me reste 5 minutes. Je vais donc aller assez rapidement avec les questions de libre accès pour rapidement mentionner les différentes formes que ça peut prendre et le coût qui leur est associé. Donc, quand on veut diffuser en libre accès, on a le libre accès doré qui est gratuit ou payant. Mais aussi, on a le libre accès vert qui est nécessairement gratuit. Donc, par libre accès doré, on entend la diffusion de la version finale et éditée par la revue du document savant. Donc, qui est identique à ce que vous auriez accès si vous étiez abonné à la revue. Souvent, ça va coûter des sous, et là, encore là, pour parler d'argent encore, je suis désolé, quand c'est un éditeur à but lucratif, ça va être généralement plus cher que si c'est un éditeur à but non lucratif, en général du simple au double. Dans le cas du libre accès vert, bien, il s'agit essentiellement de déposer le document savant sur votre archive institutionnelle ou sur un archive disciplinaire, et ça, c'est gratuit, et 85% des revues le permettent. Le libre accès est en croissance, donc c'est une assez bonne nouvelle. Il y a à peu près un article sur 2 à l'échelle mondiale qui va être disponible de cette façon-là. Il y a une grande variation par domaine. Les domaines de la chimie et du génie sont les domaines où il y a le moindre libre accès. Les domaines de la santé sont ceux où il y en a le plus, et je vais revenir là-dessus un peu plus tard, parce que les domaines de la santé ont beaucoup de libre accès, principalement parce que l'État l'a mandaté. Il faut voir que la recherche scientifique, elle est principalement financée par l'État. L'État étant, en gros, les gens qui paient des taxes. Et donc, aux États-Unis, ça a été présenté comme étant une nécessité. Si la recherche elle est financée par le grand public doit donc avoir accès à cette littérature-là gratuitement. C'est ce qu'on appelle des mandats de libre accès. Le libre accès a énormément d'avantages. On a des avantages collectifs au libre accès. Le premier étant que les pays en voie de développement qui ne sont évidemment pas capables de se payer les abonnements aux revues citent et utilisent de façon prédominante la littérature en libre accès. On le voit très clairement ici. Plus le pays tire vers le rouge, plus il cite une grande proportion de littérature en libre accès. Donc, il y a vraiment un intérêt collectif à diffuser de cette façon-là. Il y a également un intérêt individuel qui est que la littérature en libre accès, elle a généralement plus d'impact scientifique. Et donc, si vous êtes un chercheur qui veut maximiser sa visibilité, bien, en diffusant en libre accès, vous allez avoir des indicateurs qui sont un peu plus élevés. Donc, afin de supporter le libre accès ou d'encourager la diffusion en libre accès, il y a beaucoup d'organisations qui ont mis en place des mandats, je le disais tantôt. Il y a des mandats qui viennent d'institutions. Donc, si vous êtes prof dans une université donnée, vous devez diffuser vos résultats en libre accès. Il y a des mandats d'organismes subventionnaires qui obligent les gens financés à déposer en libre accès. On a créé ces mandats-là au Canada, on les a créés aux États-Unis. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Donc, certaines de ces caractéristiques-là, certains mandats demandent, donc c'est vraiment requis de déposer. Certains, c'est optionnel. Donc, vous vous doutez que si le mandat est optionnel, un, c'est pas un mandat, on pourrait dire, mais deux, sa force, est-ce que les gens vont respecter le mandat, va être quand même un peu plus faible. Donc, on a fait une analyse d'une série de mandats d'organismes subventionnaires américains, canadiens, britanniques et européens. Je vous annonce que je vais dépasser un peu. Pour voir si effectivement ces mandats étaient respectés par les chercheurs. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des résultats plutôt hétérogènes. Donc, aux États-Unis, les NIH, qui sont l'organisme principal de diffusion des connaissances en santé, et la Fondation Gates ont des mandats extrêmement efficaces. La quasi-totalité de la littérature qu'ils financent, elle est effectivement disponible pour le grand public. Dans le cas du Canada, c'est pas terrible. Donc, on est autour de 60% dans le cas des IRSC, mais dans le cas du CRSH, on est autour, en gros, de 25 à 30%. Mais pourquoi? Parce que, il y a une série de raisons, mais il y en a une, c'est que on ne vérifie pas si effectivement les gens respectent le mandat, alors qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas demander une autre subvention si effectivement vous ne prouvez pas que l'article est en libre accès. Et le deuxième, c'est la question des infrastructures. Au NIH, aux États-Unis, on a dit, vous devez déposer en libre accès sur
PubMed Central, qui est une base de données. On vous oblige à aller déposer dans un endroit donné au Canada, et ça a été également comme ça dans certains autres pays. On dit, vous devez déposer en libre accès, mais on ne vous force pas, on ne vous dit pas d'envoyer ça à un endroit spécifique. Et donc, évidemment, ça rend les choses un peu plus difficiles. Et le deuxième, c'est la question des embargos. Aux États-Unis, vous devez diffuser en libre accès immédiatement, alors qu'au Canada, on a dit, vous avez 12 mois. Donc, si vous avez 12 mois pour faire quelque chose, vous allez le faire quand, en toute probabilité? Jamais. Donc, voilà. Bon, d'importantes différences disciplinaires. 4 points rapides et ensuite je vais conclure. Donc, si on veut diffuser en libre accès, ce qu'il faut évidemment, donc, c'est des infrastructures. Il faut que l'on n'ait pas d'embargo ou des embargos qui soient le plus courts possible, ou à tout le moins ne pas faire d'embargo sur le moment du dépôt. Donc, une distinction qui est quand même assez subtile ici, qui est que il peut y avoir un embargo sur l'accès. Donc, l'article pourrait être disponible seulement dans 12 mois, mais vous devez le déposer maintenant, dès sa publication, ce qui fait en sorte effectivement que les gens n'oublient pas de le faire. Il y a d'importantes différences disciplinaires. Donc, la santé est habituée de le faire depuis longtemps, la physique depuis longtemps, les sciences sociales humaines un peu moins. Ce que l'on voit, c'est que lorsque le mandat est fort, bien, il a davantage d'effet que la culture disciplinaire. Donc, pour faire un petit commentaire rapide, les chimistes, par exemple, de façon habituelle, ne diffuseront pas en accès libre, mais lorsqu'ils sont financés par un organisme de santé qui les oblige à le faire, bien, ils le font. Donc, on voit que ça va au-delà, c'est plus important que la culture disciplinaire. Il y a évidemment la question des APC qui est importante, qui est la question des frais de publication lorsqu'il y en a. Donc, pour conclure, il faut que l'État et les organismes subventionnaires réalisent l'importance qu'ils ont dans la création d'une culture de la science ouverte, une culture de l'accès aux résultats de la recherche. Ils doivent d'une part créer les incitatifs pour les chercheurs. Les chercheurs s'adaptent à ce que l'on leur demande de faire. En fait, les chercheurs, en général, c'est des bons élèves, donc ils écoutent leurs professeurs, ils écoutent les gens qui les financent, et donc si on demande aux chercheurs d'agir comme ça pour avoir du financement, en général, ils vont s'adapter. Deuxième élément qui est crucial ici, c'est qu'historiquement, on a considéré le financement de la recherche comme étant, bon, on travaille au labo, mais la question de la diffusion des connaissances, collectivement, on l'a sous-traité au secteur privé en disant, bon, mais ça, c'est autre chose, ça ne nous concerne pas. Il faut que l'on considère la diffusion des connaissances comme faisant partie intégrante du processus de recherche. Et enfin, et ça je dirais que c'est le message que je martèle à peu près tout le temps, le numérique a fait en sorte qu'on a sous-traité nos modes de diffusion des connaissances en tant que communauté scientifique. On est passé d'un truc qu'on gérait dans nos sociétés savantes à quelque chose qu'on sous-traite au secteur privé, puis collectivement ça nous coûte beaucoup plus cher. Il faut qu'on rapatrie ces modes de diffusion des connaissances-là. On a les infrastructures, on a les outils pour le faire, il faut juste que collectivement on les finance. Donc, merci beaucoup. Et là, on passe au salon, si j'ai bien compris. Oui, en fait, je vais sans doute vous permettre de continuer plutôt que de conclure, puisque je vais vous poser 2 questions sur les points de votre... dont vous disiez à la fin qu'ils étaient importants. Oui. Une question sur le mandat, puis une question sur les structures de diffusion. Oui. La question du mandat, évidemment, nous amène à se demander si le Canada ne devrait pas adopter quelque chose qui serait comparable au plan S, qui a été récemment adopté par la communauté européenne. Ouais. Bon. Le plan S, c'est un mandat collectif d'accès, donc une série d'organismes subventionnaires européens qui sont regroupés puis qui ont dit, bon, il faut qu'on mandate le libre accès d'une façon, je dirais, un peu plus forte que ce qui existe en ce moment. Et un des éléments assez importants du plan S, c'est qu'il ne tolère plus ce que l'on appelle les revues hybrides. Donc, le numérique a amené certains éditeurs commerciaux puis bon, pour le dire crûment, à faire de l'argent 2 fois avec les manuscrits scientifiques. Donc, une revue hybride, c'est une revue qui est sous abonnement, donc qui a des revenus d'abonnement, mais qui également reçoit d'autre part des revenus par article lorsque les auteurs décident d'avoir leur article en libre accès. Donc, par exemple, une revue publierait 100 articles par année pour un coût d'abonnement, disons, de 10 000 $, mais en plus de dans ces articles-là, il y en aurait peut-être 20 % pour lesquels les auteurs auraient également payé. Donc, vous comprenez que la revue fait de l'argent 2 fois avec les mêmes documents. Donc, le plan S
rend ça, disons, rend ça illégitime comme lieu de publication. Ça rend donc une très, très grande proportion des revues existantes inéligibles pour les chercheurs. Donc, ça vient en fait changer pas mal les pratiques de publication. De ce que j'entends, le Canada n'est pas prêt à aller dans cette direction-là. Il y a quand même beaucoup de réactions assez fortes là, qui se fait en Europe. Donc, ma suggestion ici, c'est qu'on va renforcer nos mandats actuels qui ne fonctionnent pas super bien. Puis une fois que ça fonctionne mieux, bien là, on pourra aller à l'autre étape. Merci. Je me demandais, dans les discussions préliminaires qu'on a eues à propos de votre présentation, vous disiez que les revues étaient des vecteurs de réputation et que c'était important de maintenir l'accessibilité aux résultats à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les décideurs. Et que, donc, la question que je pose, qui revient sur ce que vous disiez, est-ce que, quel apport ou quelle fonction particulière, quel avantage aurait une structure canadienne de diffusion des résultats qui regrouperait les résultats de recherche? Est-ce que ce serait préférable à la dispersion actuelle des résultats de recherche? C'est peut-être pas exclusif, c'est peut-être pas... On peut peut-être faire les deux. Non, effectivement. Je pense que la question, particulièrement en sciences sociales et humaines, les revues nationales ou les plateformes nationales ont une importance un peu plus grande parce que les objets d'études ont une certaine réalité nationale. On publie dans une revue canadienne, ça va être souvent de publier des résultats sur le Canada versus publier dans une revue européenne, etc. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut que... ma suggestion ici, ce serait que chaque nation ait sa plateforme ou on crée certaines plateformes binationales, mais surtout qu'il y ait une fédération des plateformes nationales. Et donc, avec Érudit, on est en train de faire quelque chose de similaire. Donc, en France, il y a 3 plateformes de diffusion, en français principalement. Érudit travaille avec elles pour effectivement regrouper dans un seul lieu et qu'il y ait une certaine interopérabilité de ces plateformes-là. Donc, les plateformes nationales sont une première étape parce qu'évidemment, c'est les nations directement qui vont aller les financer, mais il faut les regrouper parce que sinon, on compartimente un peu les choses. Oui, on défait ce qu'on veut faire. Exactement. Est-ce que l'option française, par exemple, des portails universitaires, une sorte de dépôt d'archives centrales avec des portails nationaux, serait une bonne idée? Ça, c'est une bonne question. Tu me l'avais pas posée d'avance. Non, je suis désolée. Il faut que je réfléchisse devant tout le monde. Je suis désolée. C'est embêtant de réfléchir devant les gens. Hein? Et là, je gagne du temps, vous le voyez. Non, mais le danger dans ça, a priori, c'est une bonne idée, mais le danger dans tout ça, c'est que plus tu multiplies les petites plateformes, donc si on est à l'échelle des institutions, bien là, il va y avoir différents types de solutions, différents types de logiciels, et évidemment, plus tu en as, moins ils ont de chances de se parler. Donc, a priori, moi, je monte ça d'un niveau, puis tu le fais à l'échelle nationale, d'autant plus que les organismes subventionnaires sont des créatures de l'État. Ouais. Donc, on est mieux de monter ça, okay. Donc, ça d'un niveau. On continue de défaire ce qu'on veut faire. Précisément. OK. Dans le contexte d'une crise de l'édition savante, qu'est-ce qu'une revue qui va bien? Ça, c'est une bonne question. A priori, les gens vont dire qu'une revue qui va bien, c'est une revue qui fait pas de déficit ou qui fait de l'argent. Évidemment, une revue qui va bien pour un éditeur commercial, c'est une revue qui rapporte, on s'en doute. Mais pour la communauté scientifique, une revue qui va bien, c'est quoi? Bien, c'est une revue qui reçoit des manuscrits, qui trouve des évaluateurs, qui réussit à publier de façon régulière. Et donc, essentiellement, il faut revenir au rôle d'une revue savante pour la communauté scientifique. Une revue savante, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu où on diffuse des connaissances, où on débat, où on essaie collectivement d'avancer les connaissances. Donc, une revue qui fonctionne bien, c'est une revue qui répond à ces critères-là, à ces fonctions de base. C'est pas une revue qui fait de l'argent ou qui fait pas de déficit, etc. C'est une revue qui sert une communauté. Puis donc, dans cette dynamique-là, il y a des revues peut-être qui font de l'argent, mais qui ne servent plus de communauté. Et les communautés scientifiques changent. Donc, c'est possible qu'il y ait des revues qui soient créées, parce qu'il y a des nouvelles communautés qui sont créées, mais c'est possible aussi, puis ça, je suis désolé de vous l'apprendre, mais qu'il y ait des revues qui meurent, qu'il y ait des revues qui disparaissent parce qu'elles n'ont plus de communauté. J'ai un étudiant de doctorat chez nous, en fait, qui a fait son doctorat, il est venu faire une maîtrise chez nous, qui est un historien de l'architecture. L'histoire de l'architecture, c'est un domaine qui a eu son âge d'or. Il y avait à l'UDM, je pense, quelque chose comme 3-4 historiens de l'architecture. Il y en a combien aujourd'hui à l'UDM d'historiens de l'architecture? Il y en a 0. Donc, on a notre jeune doctorant qui finit. Il se trouve-tu un poste de prof? Ben non. Son domaine est disparu.
ou son domaine n'existe plus. C'est triste, on peut le déplorer, mais c'est un fait. Donc, ces dynamiques-là de la communauté scientifique avec des domaines en croissance puis des domaines en décroissance ont évidemment des effets sur les revues. De renouvellement des disciplines. Et c'est normal, c'est souhaitable. Si on dit on garde des institutions juste parce que c'est des institutions alors qu'elles ne servent plus de communauté, c'est absurde. On peut penser aussi dans ça m'amène à la prochaine question, le fait que les revues doivent publier très rapidement, etc., et qu'elles sont tenues à des critères d'efficacité, peuvent les couper aussi de leur fonction pédagogique d'intégration des jeunes chercheurs à la recherche, leur donner le temps de faire les lectures, de faire les modifications. Si on le fait, on perd sur des critères qui sont évalués et qui sont largement empruntés à des domaines scientifiques où il y a une sorte d'accélération de la publication. Oui. Et là, on n'a plus la fonction pédagogique d'intégration des jeunes chercheurs. Non, ça c'est vrai, mais si je peux rapidement parler là-dessus, cet élément-là est lié aux incitatifs qu'on a créés d'une part nos institutions et chez nos organismes subventionnaires. Il y a, avec la croissance exponentielle du nombre de revues savantes, il y a également une croissance exponentielle de la productivité des chercheurs. Hein. À partir du moment où on a institutionnalisé d'une façon quand même un peu soft au Canada, mais dans d'autres pays, c'est pire que ça, où on a institutionnalisé la publication savante comme étant l'indicateur d'excellence. Hein. Vous publiez, donc vous êtes un bon chercheur, vous ne publiez pas beaucoup, donc vous n'êtes pas un si bon chercheur que ça. Ça fait en sorte que les gens ont compris, quand je dis que les incitatifs ont des effets sur les chercheurs, « Ah, Vincent, il faut que tu publies. » Mais il n'y a pas de trouble, je vais publier. Et donc, toute cette mécanique-là rend d'une part les éditeurs commerciaux plus forts parce qu'on publie évidemment dans leur revue, mais amène une inflation qui est absolument hallucinante. On engage des profs aujourd'hui dans nos départements universitaires qui ont des CV plus longs que les profs titulaires qui ont été engagés il y a 30 ans. Puis là, on peut dire, est-ce que nos chercheurs d'aujourd'hui sont meilleurs qu'il y a 30 ans? J'en doute fortement. La qualité devrait être en gros égale. C'est juste qu'on a institutionnalisé la diffusion. Et donc, tout ça, ça a des effets collectifs. Donc, mon collègue Gingras parle d'aller vers de la slow science, alors qu'il n'est pas slow pantoute, mais bon, il veut aller dans cette direction-là. Mais je pense collectivement, il faut se poser des questions sur les incitatifs qu'on a créés en termes de quantité de publications. Puis, je peux quand même rapidement conclure là-dessus, si tu me permets. C'est que je dis ça, mais il faut voir quand même qu'au Canada, on est dans une situation privilégiée parce que nos organismes subventionnaires fonctionnent en grande partie encore, et merci, via l'évaluation par les pairs, alors que dans bon nombre de pays européens, bon nombre de pays qu'on voit comme étant des modèles, les pays scandinaves, on va avoir dans chaque demande de subvention des indicateurs bibliométriques super précis sur la production des chercheurs. En Chine, si vous publiez dans une revue qui a un facteur d'impact, mettons dans un Science ou un Nature, vous avez une prime salariale, là, pas des subventions, on l'a directement dans vos poches d'à peu près 250 000 $. Donc, on a vraiment institutionnalisé ces scores-là, ce qui a amené une course à la publication effrénée et plein d'effets pervers en termes de fraude puis de comportements plutôt douteux éthiquement. Donc, on est quand même assez chanceux au Canada. Oui, on a reçu cette semaine une demande. La première question, c'était, est-ce que vous êtes indexé dans tel et tel et tel et tel? Voilà. Et donc, c'était préliminaire au dépôt d'un article. Exactement dans cette veine-là, comment est-ce qu'on refait de la place pour les pensées, les formes longues de réflexion complètement dépliées qui ont longtemps été les formes privilégiées par les monographies. Oui, exactement. Par les livres. C'est ça. Comment est-ce qu'on rétablit l'équilibre? Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, d'une part, dans les bibliothèques pour donner de l'argent pour acheter les monographies, mais encore, comment est-ce qu'on peut créer le temps et donner la permission aux chercheurs de réfléchir longuement, de laisser leurs pensées aboutir, etc. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre précisément, mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il faut rétablir l'équilibre livre-article, hein, que l'on voit où le numérique a un effet différencié. Et une façon de rétablir cet équilibre-là, c'est de rétablir l'équilibre d'accès. Hein, donc, il faut que chez les organismes subventionnaires et chez la Fédération, qu'on crée des incitatifs pour les presses universitaires. Parce qu'il faut voir que c'est que la plupart des revues savantes sont encore publiées par nos presses universitaires ou par des petites maisons d'édition. Et donc, il faut créer les incitatifs qui sont évidemment financiers à ce que on soit prête à diffuser les livres en libre accès et de façon électronique. Parce que les comportements des chercheurs ne changeront pas. On ne dira pas aux chercheurs, « Hey, il faut vraiment que tu sais des livres. OK, c'est vrai, je vais me lever puis je vais à la bibliothèque les chercher. » Non, il faut leur donner accès à ces livres-là de façon électronique, de façon analogue à ce qu'ils ont avec les articles scientifiques. Il faut que ce soit aussi accessible. Non, parce que sinon, le déclin va continuer. Vous avez vu les chiffres, là, ça ne se stabilise pas, ça continue.
Peut-être qu'on peut passer aux questions des gens qui sont dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Ou des commentaires. Des commentaires. Déguisés en questions. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Larivière, pour une excellente présentation et de vous être déplacé à Ottawa si tôt le matin. J'ai beaucoup appris. Je suis Claudie Gosselin du Conseil de recherche en sciences humaines. Je me demandais si vous auriez plus à nous dire par rapport à votre diapo qui parlait de l'impact sur les langues et sur la dominance croissante de l'anglais comme mode de diffusion scientifique, les impacts que ça a sur la diversité en sciences. On peut y penser nous-mêmes, mais si vous pouvez nous parler aussi des impacts sur l'équité. Vous avez eu une autre diapo qui montrait qui s'intéressait à l'accès aux publications à travers le monde, un monde qui n'est pas nécessairement anglophone. Donc, si vous aviez plus à nous dire là-dessus, ça m'intéresserait. Oui, bon, donc merci de me permettre d'en parler un peu plus. Donc, on est dans une communauté scientifique qui est vraiment globalisée. Hein? Les échanges se font à l'échelle mondiale, de plus en plus de programmes. Encore là, si on prend le rôle de l'État, le CRSH a de plus en plus de programmes avec d'autres organismes subventionnaires. Évidemment, la langue de tout ça, c'est l'anglais. Au Canada, disons qu'on est un chercheur belge ou on est un chercheur hollandais, les gens vont apprendre une langue étrangère. Dans le cas du Canada, c'est une de nos langues nationales. Et donc, l'importance de l'anglais à l'échelle internationale a changé notre équilibre national des langues, où nos revues canadiennes, qui sont bilingues, ont vu leur contenu anglophone augmenter, même chez les auteurs francophones. Donc, ce que l'on voit, c'est que je suis un prof à l'UDM, je publie dans la Revue canadienne de psychologie / Canadian Journal of Psychology, et je le fais en anglais. Pourquoi je le fais en anglais? Pour que mes collègues internationaux soient capables de le lire. Vous comprenez? Donc, on est dans une situation qui est un peu hors de notre contrôle, mais c'est l'écosystème global dans lequel on est. Tout ça, donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est sur la pression donc, que les chercheurs ont, qui est associée à tout ça, à être internationaux. On dit, hey, Vincent, il faut que tu publies à l'international, il faut que tu sois visible à l'international. Or, la question de l'aspect international d'une revue, c'est quelque chose d'un peu difficile à cerner. Donc, si je suis Canadien et je publie dans le American Journal of History, est-ce que c'est une revue internationale? C'est une revue étrangère. Mais c'est une revue américaine. Or, si on veut que je publie dans la revue américaine d'histoire ou dans la revue américaine d'économie, sur quoi je dois travailler? Bien, en toute probabilité, sur les États-Unis comme objet. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que de publier dans des revues qui ne sont pas canadiennes, particulièrement en sciences sociales et humaines, ça a des effets sur les objets d'études des chercheurs. Donc, à l'échelle globale, pour un peu conclure là-dessus, on crée des incitatifs pour les chercheurs canadiens à travailler sur autre chose que le Canada. Ce qui est un peu, puis ça on le voit dans les données, j'aurais dû mettre cet acétate-là, mais en gros, à peu près 40% de la littérature écrite par des chercheurs canadiens dans des revues canadiennes va avoir pour objet le Canada. Donc ça va être telle communauté au Canada, etc. Quand c'est dans une revue étrangère, c'est la moitié. C'est normal. Hein? Si je veux publier, si je suis un économiste et je veux publier dans American Economic Review, bien, probablement qu'il faut que je travaille sur la réserve fédérale plutôt que sur la Banque du Canada. Donc, vous comprenez les effets de ces incitatifs-là sur la connaissance de notre population, de notre pays. Du point de vue de l'équité, bon, c'est un argument qui est un peu plus difficile dans la mesure où la plupart des chercheurs à travers le monde vont être capables de lire l'anglais. Donc, de publier en anglais, on pourrait dire de façon un peu paradoxale, c'est ce qui va amener le plus d'équité, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais le plus grand bassin de lecteurs. Évidemment, la question des langues, puis je vais conclure là-dessus, c'est quelque chose qui est dynamique dans le temps. On est passé d'un monde où, en gros, le français, l'anglais et l'allemand étaient utilisés à part égale en sciences, à un monde
monde où là, le français a baissé, l'allemand est resté dans certains domaines comme la chimie, le russe a augmenté à une certaine époque, a diminué drastiquement avec, en gros, les dernières années du régime de l'URSS. Et là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que la Chine et le chinois va devenir une des langues principales de diffusion des connaissances. Or, vous vous souvenez peut-être, il y a 5 minutes, je vous ai dit que les Chinois recevaient 250 000 s'ils publiaient dans Nature. Dans quelle langue les Chinois publient-ils? En anglais, compte tenu des incitatifs qu'ils ont dans leur système. Et on a analysé la création de nouvelles revues en Chine, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une proportion assez importante des revues créées en Chine qui sont en anglais, pour justement permettre cette diffusion-là à l'international. Donc, pour que ce mécanisme-là, pour que le chinois devienne une des langues de diffusion des connaissances importantes, il va falloir que la Chine change son comportement, ce qui n'est pas impossible, mais qui en ce moment demeure peu probable. Oui. Bonjour, merci beaucoup de la présentation, très intéressant. Lara Mainville, directrice des presses de l'Université d'Ottawa et aussi présidente de l'Association des presses universitaires canadiennes. Donc, ma question, vous la voyez venir. Non. On est dans une situation, en ce moment, c'est un débat tout ça est un débat de société extrêmement pertinent et intéressant. Et aux presses, au sein de toutes les presses canadiennes, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut intégrer le libre accès dans nos modèles d'affaires. Il y a 16 presses universitaires au Canada et combien d'universitaires on publie les auteurs de nos universités, mais aussi les chercheurs d'ailleurs. Donc, la question que j'ai pour vous ce matin est comment est-ce que, dans le contexte actuel que vous venez de décrire, comment peut-on, en tant que société, continuer à soutenir les presses universitaires qui, pour la plupart, à part les 3 grandes, UBC, Toronto et McGill-Queen's, sont de petites presses universitaires? Financièrement, le libre accès est difficile et donc, on essaie et financièrement, les ventes de monographies deviennent de plus en plus difficiles. Et donc, en tant que société, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais vous entendre là-dessus. Bon, en tant que société, c'est difficile parce que la société, c'est difficile de déterminer c'est qui. Donc, je vais parler de ce que l'État peut faire, si vous me permettez. Donc, et là, je vais essayer on va parler un peu des études qui ont été faites sur l'effet du libre accès sur les ventes de livres. Et là, on voit qu'il y a un déficit clair pour les monographies. Michael a une série au PUM pour lesquelles il y a probablement des chiffres. Il y a d'autres études qui ont été faites. Mais en gros, ce que l'on voit, c'est que les versions numériques gratuites en ligne n'ont pas un immense effet sur les ventes. Puis même, on pourrait dire, puis on pourrait le souhaiter surtout, mais moi, je suis un optimiste, que d'avoir des versions gratuites en ligne va avoir des effets positifs, même sur les ventes. Parce que là, vous avez le PDF, vous dites, ouais, y a-t-il quelqu'un qui aime ça lire à l'écran ici? Personne. Il n'y a personne qui va lire un livre au complet sur un écran d'ordinateur, c'est insupportable. Donc, on va l'acheter imprimé. Donc, il faut qu'il y ait cette version-là qui sert à la fois comme teaser, mais le deuxième élément aussi, c'est, en tant que chercheur, si j'ai un livre papier, qu'est-ce que j'essaie de faire tout le temps? J'essaie de faire un CTRL F ou un pomme F pour chercher un mot, que je peux évidemment pas faire avec un livre papier. Donc, ça prend ce PDF-là et ça prend cette version gratuite-là en parallèle avec une version imprimée. Maintenant, il faut être capable de chiffrer, d'une part, le coût de cette diffusion-là et s'il y a un manque à gagner, bien, de le quantifier. Donc, il faut qu'il y ait un soutien financier. Ça, on s'en sort pas. Si on pense collectivement que c'est important de diffuser des livres, mais je pense que pas mal tout le monde ici va être d'accord. Et donc, si je peux conclure rapidement, soutien financier, mais il faut le pousser. Il faut dire, on crée cette plateforme, on crée cette diffusion-là. Et là, il y a peut-être un rôle de l'État dans la création ou le soutien d'une plateforme de diffusion qui serait commune aux petites. Parce que McGill-Queen's Toronto est peut-être capable de créer sa plateforme de diffusion de livres en ligne. Ça ne sera probablement pas le cas pour les presses de l'Université d'Ottawa ou les nouvelles presses de Concordia ou celles de l'Université de Montréal. Donc, il faut fédérer ces trucs-là avec chaque presse qui garde son image, qui garde ses choix éditoriaux, mais la diffusion peut être regroupée. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'il faut le faire.
Oui. Bonjour, Kevin Fitzgibbon, je suis avec le CRSNG. Merci beaucoup, très intéressant. Un aspect qui m'intéresse beaucoup dans votre présentation, c'est ce que j'appellerais la culture disciplinaire. Ah. Et ce qui j'aimerais si vous avez des idées, le pourquoi, par exemple, que la communauté des chimistes soit aussi réticente au libre accès comparé, par exemple, à la physique. Oui, exact, ouais. exact. Ou même mieux pour les sciences de la vie. C'est une super question. Elle tient en 3 mots, en fait, qui s'appelle l'American Chemical Society, qui est la grande société savante en chimie, qui, en fait, compte tenu en termes de membership, et compte tenu que beaucoup de gens qui font un bac en chimie qui deviennent membres de l'ECS, c'est la plus grande société savante au monde, qui est autour d'à peu près 300 000 membres. Évidemment, l'ECS fait une très, très grande partie de ses revenus, une grande partie de ses revenus qui vient des abonnements aux revues savantes, qui sont extrêmement, extrêmement dispendieux en chimie. On a des revues à l'UDM pour lesquelles l'université paye 50 000 $ par année. Là. C'est évident, c'est des grosses revues, là, mais on voit là, que c'est extrêmement, extrêmement dispendieux. Et l'ECS n'a pas une approche très, 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 pour le dire comme ça, progressive par rapport au libre accès et permet pas, en fait, essentiellement, de diffuser en libre accès vert. Donc, alors qu'en physique, si on prend notre comparaison, là, physique-chimie, dès les années 90, les revues de l'APS, l'American Physical Society, et des autres sociétés savantes en physique, disaient, il n'y a pas de problème, vous diffusez en libre accès, puis sur Archive, et on va publier les papiers pareils, puis il y a même des ententes qui ont été faites avec les bibliothèques, Scope 3, qui fait en sorte là, que tout ça est pas mal gratuit pour tout le monde. Les chimistes, et principalement leur association savante, ont dit non, nous autres, on n'embarque pas là-dedans, évidemment, pour des considérations financières, ce qui, évidemment, percole sur les pratiques. Quand je disais que 85% des revues permettent de diffuser en libre accès vert, bien, le 15%, il y a une grosse partie qui est les revues de l'ECS. Donc, on voit encore là l'importance des sociétés savantes dans les pratiques de diffusion. Hi, Vincent. My name is Michael Donaldson. I'm from Canadian Science Publishing, which is a small not-for-profit publisher that's based here in Ottawa. And I guess I really enjoyed your presentation, and especially that graph that showed the number of publications from the big 5 publishers relative to smaller publishers like us. I think we're probably a data point on your graph, but we're near the bottom. So I guess just in general, right now, there's so much change in the publishing landscape with Plan S and Project Deal and some of the negotiations between Elsevier and the University of California libraries as well. So I was just curious about how you see smaller publishers, like not-for-profits like ourselves, but also the society publishers and the university presses from the previous question. Just curious how you sort of see those smaller publishers in that bigger landscape, because it always seems like the focus is on the big 5. But, What I'm going to tell you is be prepared, because there's going to be a backlash, or not a backlash, actually something positive, so my English word is not a proper one, but be ready to have journals knocking on your door to say, hey, can you publish us? Because what's happening right now is that, so the University of California is a good case, Plan S, again, is part of that landscape where many journal editors that are working with Elsevier right now are like, okay, I don't want to live here anymore. So for those of you who have seen what we've done with one of the journals on which I was on the board of the Journal of Informetrics, which was a top journal in scientometrics, resigned collectively from the Elsevier Journal, and we created a new journal with MIT Press. So exactly the same board, exactly the same quality, but with a non-for-profit publisher. So this is called a journal flip. So you take basically, what's a journal? Well, it's basically an editorial board. That's what controls the quality of the journal. So we did that to go with a non-for-profit. We're not the only ones who want to do that. And since we did it, because it did get quite a lot of visibility, MIT Press has had, let's say, half a dozen journal knocking on their door and say, we want to do it too, we want to do it too. So what you need to do, what Érudit needs to do, what all of the non-for-profit need to do is to be ready to absorb the new journals that are going to come. In order to absorb them, we need the help of the state. We need the help of universities. And collectively, that's going to be much cheaper, because you know that if your journal is with Elsevier, there's a 40% profit margin. And the overhead is even higher than that, because in the 60% of nonprofit,
or of what's the nonprofit of Elsevier. You have the salaries of the negotiator who goes to the university and tries to get them as much money as possible. You have the guy who writes the code to do the paywall. So you see, it's actually even more than 40% of money that goes into them, which is not going for the community. So to summarize, just be prepared. Be ready to absorb those. Thank you. Ken Clavette, the Canadian Association of Learned Journals. Thank you, Vincent. We've had the benefit of your presentation at our annual conference, and we're out of time now, and I'm going to be the last person to ask the hard question. I guess you've been researching and thinking and you know, writing and presenting on this for a while, so maybe you have a better concept of what is the dollar value if we were to move from green to gold in the Canadian not-for-profit academic journals. What would the value of that change be in the loss of income? And you've talked about the bigger society, and the federal government, universities and libraries are investing a lot right now in journals, and they don't seem to want to openly talk about giving more money. So in your conversations with them, how receptive have they been to say, we're going to give the amount of money that we're going to lose? That's a long, hard question in a short time. I think we'll have to discuss that over coffee. But one thing is sure, and I think that's probably the only way I can answer that, is that we know that there's the money in the system. You probably have seen the CBC little paper from last week. It basically showed that university libraries in Canada are spending $300 million a year on journal subscriptions. And you add that to what Americans are. So where I'm going is that there's money in the system. There's money in the system for all of our journals to thrive, be it the Canadian, the Americans, etc. The only thing is that we need to collectively funnel that into the right direction, and it means creating the right incentives for having those journal flips, for creating the collective infrastructures, etc. And I believe that Canadian libraries are ready for that. The CRKN Érudit agreement on open access is part of that. I think SSHRC is ready. I see Dominique tweeting that now. I think SSHRC is ready for that. I think the Federation is ready for that. I think CIHR and CERC want to be part of that discussion. The Europeans are ready. So again, I think that the fruit is ripe for us to first have a discussion and put the money on the table. Well, I'm just going to say in English because it's easier for me to say, and I want to say it exactly right, how much I enjoyed that presentation. When you hear that you're going to have a talk on the dissemination of knowledge, you don't know how interesting it's going to be. I think it's going to be boring. Yeah. But you challenged that assumption, and I really enjoyed it. And what a dynamic presentation and conversation avec notre amie Anne-Marie. Merci à vous tous pour cette belle conversation. Je remercie Vincent et Anne-Marie de nous avoir présenté aujourd'hui d'aussi précieuses pistes de réflexion. Merci aussi à Dominique et nos partenaires du CRSH pour leur soutien précieux tout au long de cette série, ainsi qu'à l'honorable Greg Fergus, notre député parrain. On that note, I want to thank all of you for making Big Thinking a success whenever we do it, but also for being here today for this very important conversation. The video of today's presentation and conversation will be posted on the Federation's website shortly. Merci encore et bonne journée à tous. Thank you for joining us to take part today. Have a wonderful day.